Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième webinaire sur les modèles économiques et les méthodes de financement, qui est donc le troisième de cette série de 4 webinaires. Mes slides ne bougent pas. Voilà. Donc un petit ordre du jour pour cette séance. Donc nous avons une première introduction rapide. Ensuite, on va s'attarder sur les modèles économiques. Donc, on va avoir les deux régimes, donc la compensation et la revente de l'injection, les schémas des flux électriques, et donc bien distinguer euh, où va l'électricité, comment elle est mesurée. Quelqu'un qui arrive. Voilà, bonjour et bienvenue. Ensuite, on va regarder quelles sont les différentes sources. Excusez-moi, John Voss. Excusez-moi, est-ce que je peux vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît? John Voss, je pense, et Monsieur Delforge. Ah, voilà, parfait, merci. J'en étais où? J'en étais aux sources de revenus d'une installation photovoltaïque. Donc, quelles sont les différentes manières de générer des revenus avec l'électricité produite? Et ensuite, l'analyse de la rentabilité. Donc, je vais vous présenter une méthodologie et finalement un exemple d'analyse de rentabilité. Ensuite, on passera en revue les différentes méthodes de financement et pour finir, vous pourrez poser vos questions et je tenterai d'y répondre. Voilà. Donc, pour l'introduction, le webinaire 1 nous a permis d'estimer un potentiel photovoltaïque, des kilowattheures produits et des kilowatts crête installables. Ensuite, le webinaire 2 nous a permis d'avoir une vue d'ensemble des étapes d'un projet et on a vraiment s'est attardé sur les démarches administratives liées au raccordement du réseau et à l'urbanisme, c'était permis d'urbanisme. Et dans ce troisième webinaire, donc, on va aborder les modèles économiques, donc comment réaliser une analyse de rentabilité et ensuite quelles sont les diverses sources de financement possibles. Donc, il faut vraiment distinguer deux systèmes. Le premier, c'est la compensation et le second, c'est la revente de l'injection. Alors, pardon, excusez-moi. Donc, pour ce qui est des installations de moins de 10 kVA, jusqu'à la fin de cette année, de 2023, il y a toujours la possibilité d'être sous le régime de la compensation. La compensation, c'est un terme qui, finalement, plus couramment, s'appelle le compteur qui tourne à l'envers. Donc, ce régime va prendre fin, pour les nouvelles installations, du moins, fin de cette année. Alors, le principe, il est assez simple. C'est chaque kilowattheure qui est injecté sur le réseau va faire tourner le compteur à l'envers, le compteur de prélèvement. Donc, ça veut dire que le producteur économise le prix d'un kilowattheure prélevé pour tout kilowattheure produit, indépendamment qu'il ait été autoconsommé ou injecté sur le réseau. Donc ça, c'est un système assez avantageux, qui est assez aveugle par rapport à comment le kilowattheure a été valorisé, où est-ce qu'il a été utilisé, en fait. Et alors, pour en donner un petit exemple, si j'ai une consommation de 3000 kWh et une production égale à cette consommation, je vais peut-être autoconsommer un tiers. Donc ça veut dire que on va voir précisément qu'est-ce qu'on entend par autoconsommation plus tard, mais parmi ces 3000 produits, j'en ai réellement autoconsommé uniquement 1000. Donc ça veut dire que j'ai injecté les 2000 restants et j'ai dû prélever 2000 kWh pour satisfaire ma consommation de 3000 kWh. Du fait que l'hiver, par exemple, mes panneaux ne produisent pas suffisamment pour moi-même, ou même qu'en été, parfois je produis plus que ce dont j'ai réellement besoin. Et du coup, comment est-ce que ça va se facturer? Qu'est-ce qui va apparaître sur ma facture finalement? Les frais réseau, pardon, donc vous n'aurez dans ce cas-ci vu que la consommation et la production se seront annulées l'une l'autre, on ne payera rien en fait
sur la facture d'énergie, sauf évidemment la redevance annuelle que vous payez auprès d'un fournisseur, etc. Mais la partie variable de la facture, ce sera égal à 0, sauf les frais réseau qui seront liés aux 2000 kWh de prélèvement. Alors, ce sera une estimation de ces 2000 kWh. Donc, juste les frais réseau pour ce qu'on a réellement prélevé du réseau. Donc, c'est un système qui est assez avantageux, puisque tout ce que l'on produit, on l'autoconsomme. Peu importe, enfin, on évite un prix de prélèvement. Ce système, je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus, mais ce régime prendra donc fin pour les nouvelles installations à partir de début 2024. Mais les personnes qui installent avant pourront toujours bénéficier de ce régime jusqu'à 2030. Donc, ça, c'est pour la compensation. Ensuite, toujours pour une installation de moins de 10 kVA, pardon, à partir du 1er janvier, en effet, comme je l'ai dit, on passera sous le régime de la revente de l'injection. Et c'est déjà le cas pour les installations de plus de 10 kVA. Donc, finalement, on peut conclure qu'à partir de janvier 24, le régime de la revente de l'injection va se généraliser pour toutes les nouvelles installations. Donc, c'est ce mécanisme, ce régime sur lequel nous allons nous pencher. Voilà. Et donc, le principe, c'est en 2 mots, mais on va le découvrir plus en détail dans cette présentation. C'est que vous avez une partie que vous autoconsommez et qui, elle, vous fait économiser, ça vous évite un prix de prélèvement pour chaque kilowattheure autoconsommé. Et tout ce que vous n'arrivez pas à autoconsommer, c'est-à-dire l'injection, vous pouvez la revendre à un fournisseur qui vous la rachète à un certain prix. Et alors, souvent, on va le voir, mais le prix est assez différent dans les deux cas. Nous allons y revenir. Voilà. Ça, c'était pour les deux régimes. Maintenant, je vous propose de regarder, pour vraiment bien parler de la même chose, on va s'attarder sur quels sont les flux électriques qui opèrent dans un site, lorsqu'on a des panneaux photovoltaïques. Donc, on a tout d'abord, donc il y a 3 éléments. Il y a les panneaux, la maison avec le compteur. J'ai mis une maison, mais ici, évidemment, ce n'est pas une maison quand on parle d'un bâtiment, le bâtiment, et le réseau. La production va des panneaux jusqu'au compteur, mais il y a une partie qui va être autoconsommée par le bâtiment. Et ensuite, tout ce qui n'est pas autoconsommé, ça s'appelle donc l'injection. Ensuite, cette injection, elle transite via le réseau, mais comme j'ai dit, elle peut être revendue à un fournisseur, peu importe le fournisseur, tant qu'il a une licence de fourniture. Et ensuite, on a pour combler notre consommation, puisque les panneaux ne suffisent pas à être autosuffisants, il faut le faire venir du réseau. Et là, on parle vraiment de prélèvement. Et donc, en fait, il y a deux choses à bien comprendre aussi, c'est que l'autoconsommation plus l'injection, donc ce que j'ai autoconsommé ici et ce que j'ai injecté, la somme, c'est bien égal à tous les kilowattheures que j'aurai produits avec mon installation. De même, il y a une autre somme, une autre formule, c'est tout ce que j'ai autoconsommé ici dans dans mon bâtiment, et tout ce que j'ai prélevé, c'est égal à la consommation. Ça, ce sont les 5 flux. C'est donc autoconsommation, injection, prélèvement, production et consommation. Ce sont les 5 termes qui parfois on peut s'y tromper, parfois on confond le prélèvement avec la consommation. C'est-à-dire que quand on a des panneaux photovoltaïques, parfois, on oublie que notre facture d'électricité, ce n'est pas notre consommation, mais bien juste le prélèvement, ce que l'on prélève du réseau. Donc, c'est important de ne pas se tromper dans ces termes. Voilà. Donc, passons en revue donc, les sources de revenus. Il y a tout d'abord l'autoconsommation, qui est vraiment le moteur de la rentabilité dans le système de la revente de l'injection, puisque le prix de prélèvement est vraiment bien nettement supérieur au prix d'injection. Donc, ce que vous tirez du réseau, vous le payez plus cher que le prix de revente de votre surplus d'électricité.
Et du coup, tout kilowattheure que l'on autoconsomme a beaucoup plus de valeur par rapport à un kilowattheure que l'on doit réinjecter sur le réseau et revendre à un fournisseur. L'autoconsommation, c'est donc, ici vous avez un graphe avec en jaune-orange la consommation électrique. Ensuite, vous avez la production photovoltaïque qui suit une courbe quasi gaussienne, donc vraiment une courbe en cloche, qui représente donc la courbe solaire. Et en fait, l'autoconsommation, c'est l'air sous ces deux courbes. Donc, il faut que à la fois je produise et que je consomme. Et c'est à chaque fois, on va prendre le point ici. En fait, ici, je suis en dessous avec ma production, donc je suis limité par ma production. Puis dès que je croise, les deux courbes se croisent, c'est la consommation qui est limitante, puisqu'on ne peut pas autoconsommer plus que ce qu'on consomme. Et ensuite, une fois que, donc ici, toute cette partie bleu clair, c'est mon injection. Et ensuite, je continue ma courbe. Puis là, je commence à consommer moins et je produis moins. Et là, c'est à nouveau la production qui est du coup limitante. Et là, fin de journée, même si j'ai, par exemple ici dans ce cas-ci, une grande consommation fin de journée, je produis beaucoup moins. Et donc là, je dois prélever. Donc ici, en blanc, on a le prélèvement. En bleu, assuré, c'est l'autoconsommation. Le prélèvement ici à nouveau. Et l'injection en bleu clair. Alors, l'autoconsommation, ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que elle est réalisée au niveau du ou des compteurs auxquels l'installation est directement connectée. Ça veut dire que si vous avez si vous avez plusieurs compteurs, parfois ça va être intéressant si on a plusieurs onduleurs également. Donc l'onduleur, je précise quand même, c'est donc vraiment là où c'est ce qui va transformer l'électricité le courant continu en courant alternatif. Donc c'est ce qui sort des panneaux, doit passer par l'onduleur et va permettre de le transférer au compteur, donc au circuit électrique du bâtiment. L'onduleur, parfois on a plusieurs onduleurs, ce sont des choix techniques. Et si on a on peut décider d'avoir plusieurs onduleurs et ça permet de les répartir sur différents compteurs si on en a plusieurs et que ça permet euh, d'avoir une meilleure autoconsommation dans certains cas. Ça dépend un peu de quel compteur consomme combien et de combien de panneaux sont sur quel onduleur. Mais en tout cas, il y a moyen d'un peu, je vais dire, répartir nos œufs dans des paniers différents. Et ça permet d'améliorer le taux d'autoconsommation totale du bâtiment parce que, par exemple, si j'ai une très grosse installation photovoltaïque, mais j'ai deux compteurs qui sont 50% de la conso chacun, ben, j'aimerais bien que mes panneaux ils alimentent les deux compteurs plutôt que d'avoir beaucoup d'injections sur un compteur. Puisque, comme je l'ai dit, l'injection est moins valeureuse, elle a moins de valeur que ce qu'on autoconsomme. Et donc, le choix des compteurs que l'on va connecter est également intéressant. Après, il faut aussi tenir compte du fait que si je répartis sur plein de compteurs une production photovoltaïque, une installation photovoltaïque, ben, ça veut dire aussi, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de séparer en plein de petits onduleurs et de faire plein de petits compteurs, parce que ça va aussi augmenter le câblage électrique nécessaire. Donc il faut trouver un juste milieu entre, si j'ai une grosse production, la séparer en plusieurs compteurs, ce qui va faire plusieurs onduleurs, et ne pas tomber dans le travers de trop segmenter, ce qui va créer beaucoup de matériaux en plus nécessaires, et c'est pas le but, c'est un impact environnemental et économique de faire cela. Voilà, donc ça c'est pour l'autoconsommation, j'espère que c'était clair. Alors, ensuite, on a l'injection, donc j'ai déjà mentionné sur le graphe précédent, mais enfin c'est le même graphe. C'est donc la partie bleu clair de cette courbe. Alors, c'est vraiment tout ce que l'on n'aura pas réussi à autoconsommer. Donc, c'est le reste de ma production par rapport à l'autoconsommation. Elle est revendue à un fournisseur d'énergie à un certain prix. Comme je l'ai dit, ce prix est nettement inférieur. Donc, euh, on va essayer de minimiser cette injection et en faire un maximum d'autoconsommation. Ensuite, une troisième source de revenus potentiels, c'est le partage d'électricité. Alors, ça permet de valoriser justement une partie de l'injection en la partageant à d'autres personnes. Et ça, en
fait, ça va se faire sous forme d'une convention entre les parties et vont s'accorder sur un prix. Et il y aura une méthode de répartition qui permettra aux gens de se partager l'électricité sans avoir à la revendre directement à un fournisseur. Mais le fournisseur sera la troisième option pour tout ce qui n'aura pas été partagé. Alors c'est un système qui n'est pas encore opérationnel en Wallonie, mais qui va être rendu possible dans un futur proche. Et donc je vous invite, si vous êtes intéressé par cela, à contacter le service du facilitateur partage et communauté d'énergie en Wallonie. Ensuite, il y a le système des certificats verts, mais je l'ai mis en gris, puisque le coefficient K-Eco est égal à 0 depuis janvier 23. Voilà. Ensuite, passons maintenant au modèle économique. Donc, quels sont les modèles économiques qui sont possibles? Alors, le premier, c'est l'injection pure. Ça veut dire que l'installation photovoltaïque ne sera pas connectée à un compteur de consommation. Donc typiquement, on est dans des cas où on a un champ photovoltaïque au sol, par exemple, et alors la production photovoltaïque sera directement connectée au réseau sans qu'il n'y ait au préalable une autoconsommation. Alors dans ce cas-là, en fait, tout le modèle économique repose sur il n'y a pas de distinction entre autoconsommation et injection. C'est tout, 100%, c'est de l'injection. Et alors, il va falloir utiliser le prix d'injection pour la rentabilité. Donc, c'est un cas assez simple. Et alors, il faudra se renseigner sur quel prix d'injection il est possible d'obtenir. Pour cela, il faut voir avec le fournisseur avec lequel vous travaillez actuellement. Et éventuellement, si vous n'avez pas encore de prix d'injection défini, voilà, le contacter pour négocier éventuellement un prix d'injection avec celui-ci. Alors, le deuxième modèle économique, c'est donc, comme j'en ai déjà parlé assez bien, c'est le système d'autoconsommation, qui lui, du coup, inclut également une injection résiduelle. Alors, c'est très rare, ce n'est jamais le cas d'être autosuffisant. Et ce n'est pas un cas que nous allons aborder ici, donc il y aura toujours une injection résiduelle. Voilà, oui. Donc, comme je l'ai dit, euh, en option de ces deux systèmes, on peut avoir du partage d'électricité. Et donc, c'est quelque chose qui vient s'additionner à un modèle ou à un autre. Par exemple, un champ photovoltaïque pourrait très bien décider de faire du partage avec euh, une communauté d'énergie, par exemple, et que d'abord, en premier lieu, elle partage avec cette communauté et tout le reste soit revendu aux fournisseurs. C'est aussi possible. Tout comme voilà, on peut faire du partage avec l'une ou l'autre des premières solutions. Donc l'injection pure, quels paramètres vont entrer en compte pour quantifier les gains liés à la production d'électricité photovoltaïque? Eh bien, en fait, on a la production, donc combien de kilowattheures ont été produits sur l'année, ainsi que le prix de vente de l'injection. C'est euh, assez direct, je vais dire. Pour l'autoconsommation, c'est un petit peu plus complexe, euh, un peu plus développé, on va dire, puisqu'il y a donc le prix d'achat de prélèvement de l'électricité, le prix de vente de l'injection, et ensuite, c'est une estimation de l'autoconsommation qui va définir combien je vends en injection et combien j'économise en évitant du prélèvement. Et donc j'insiste ici sur l'importance de la temporalité. On l'a déjà vu sur le graphe précédent, mais ce système, il est vraiment dépendant de à quel moment survient votre production et à quel moment survient votre consommation. Alors pour estimer l'autoconsommation, on a donc besoin de la production totale, qui est donc combien de kilowattheures je produis, la consommation totale, combien de kilowattheures je consomme, et ensuite on va utiliser un profil de production qui est basé sur des données météo, et ensuite un profil de charge qui est lui basé sur des profils de consommation génériques ou réels. Je vais y venir. Et donc le profil de production, ça va dépendre de si votre installation est orientée
est, ouest, sud-est, sud-ouest, sud, ou si aussi de son inclinaison. Euh, alors évidemment aussi l'ombrage potentiel, mais ça c'est surtout les installateurs qui vont faire ces estimations-là. Alors, on voit du coup que l'autoconsommation, ça nécessite un petit peu plus d'analyse que une injection pure. En tout cas, pour la détermination de l'autoconsommation, évidemment, en injection pure, il faut aussi bien dimensionner l'installation. Et souvent, ce sont des installations plus grandes, donc ça va plutôt être, la complexité sera plus dans les choix techniques qui vont être faits. Alors, hop, slide. Voilà. Comme je l'ai dit, en fait, ah non, je ne l'ai pas dit. Euh, pour le partage, ce sera la même complexité, on va dire, ce sont les mêmes paramètres qui entreront en compte que pour l'autoconsommation, sauf que ce sera à réaliser à l'échelle d'un groupe en utilisant une clé de répartition, et il y aura aussi un prix local à définir entre les parties. Donc, encore un petit peu plus de complexité. Ensuite, je vous propose donc une méthodologie pour avoir une vue d'ensemble sur ce qu'il faut intégrer dans une analyse de rentabilité. Alors tout d'abord, on commence avec la production en kilowattheure, qui, selon une estimation de l'autoconsommation, sera une estimation du taux d'autoconsommation, donc la proportion qu'on arrive à autoconsommer. On pourra diviser donc entre ce qu'on a autoconsommé et ce qu'on a injecté. Ensuite, il nous faut le prix de prélèvement et le prix d'injection. Pour définir, donc on multiplie le prix avec le volume et on obtient les économies de l'un et l'autre, de l'une et l'autre. Ensuite, on a du coup les gains totaux de la production photovoltaïque. Voilà, donc là ici j'ai mis entre parenthèses la vente de certificats verts si jamais le coefficient devait revenir à une valeur non nulle. Ensuite, dans tout ce qui est un peu plus coût lié à l'installation photovoltaïque, il y a évidemment le prix d'achat. Euh, Ensuite, il faut tenir compte également dans notre analyse de rentabilité du fait qu'il va falloir remplacer l'onduleur après 15 ans en moyenne. C'est ce que l'on va considérer en tout cas. Donc 2 onduleurs seront nécessaires pour chacun 15 ans euh, sur la durée de vie des panneaux. Alors il est évidemment possible que votre onduleur tienne plus longtemps, auquel cas tant mieux. Mais donc je veux dire, il ne faut pas absolument changer l'onduleur à 15 ans après 15 ans. C'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, dans notre analyse économique, on va considérer qu'après 15 ans, il faudra le remplacer. Euh, et donc, il faudra bien imputer cette dépense à l'année 15 de notre tableau financier, tableau des flux financiers, qui s'étalera donc sur la durée de vie des panneaux de 30 ans. Ensuite, il est possible de considérer une maintenance, enfin, de considérer la maintenance. Alors, pour des petites installations, c'est vraiment très minime. Donc, c'est vraiment pour des plus grosses installations, vous pouvez éventuellement vous renseigner sur à prévoir une petite provision pour la maintenance, mais ce n'est vraiment pas indispensable. Euh, Ensuite, il y a des frais bancaires si vous avez obtenu un crédit et que vous n'avez pas. Ça, c'est si vous êtes dans un système où vous n'êtes pas sur fonds propres. Alors il faudra évidemment tenir compte du fait que l'emprunt de l'argent a un coût et que ce coût va diminuer un petit peu la rentabilité du projet dans son ensemble. Ensuite, il y a la troisième catégorie de coûts, enfin de coûts et de revenus, qui est donc la partie des réseaux, du réseau, pardon, du renfort. Et donc, comme on l'a vu au webinaire 2, si vous avez demandé un renforcement du raccordement, il y aura donc des frais pour ces travaux qu'il faudra intégrer dans l'analyse de rentabilité. Alors évidemment, il se peut que vous n'ayez aucun travaux à faire, auquel cas cette catégorie sera nulle. Mais il y aura quand même, dès que vous êtes au-dessus de 10 kVA, il y aura quand même à minima l'étude de détail qui est grosso modo autour de 650 € hors TVA. Je vais y revenir, mais donc voilà, il y a de toute manière un tout petit peu à prévoir dans cette rubrique. Et alors, il y a aussi les frais réseau annuels liés à l'injection.
Alors, ceci, j'ai mis une flèche en pointillé qui vient de l'installation photovoltaïque parce que c'est la puissance onduleur qui va définir quels frais d'injection pour le réseau vous allez payer par an. Il y a une petite formule, elle dépend des GRD, on va y venir après, mais donc chaque année, vous devez payer quelques dizaines d'euros en général. C'est vraiment selon votre puissance onduleur. Et donc voilà, il faudra en tenir compte également dans l'analyse de rentabilité, mais je vous préviens déjà, ce n'est pas du tout un gros montant, donc je vous rassure déjà. Voilà, donc ça c'est un peu pour avoir une vue d'ensemble sur quels coûts sont intégrés dans cette analyse de rentabilité. Et le résultat, je dirais en sortie, qu'est-ce que l'on veut réaliser? On veut réaliser un tableau de flux financier actualisé. Donc, euh, on va vraiment lister pour chaque année quelles sont les recettes et les dépenses. Et à la fin, on va donc avoir, ça va nous permettre de calculer un temps de retour sur investissement, un TRI. Donc on pourra voir un graphe où on voit que au début on est en négatif et puis à un moment donné on passe en positif et c'est à ce moment-là que le TRI survient. Et on pourra savoir après 30 ans, je me situe ici en bas, enfin en haut à droite du graphe, à une certaine valeur financière après 30 ans. Et on pourra donc comparer différentes options de dimensionnement, mais aussi éventuellement comment est-ce qu'on a envie de financer son projet. Euh, Est-ce qu'on veut orienter plus est-ouest ou sud parce que ça va améliorer notre autoconsommation et du coup ça va impacter les résultats. Donc on peut comparer des projets et leur rentabilité grâce à ce graphe et ce tableau. Et voilà, donc le tableau des flux est donc actualisé puisque les, les- les recettes et les dépenses qui surviennent dans le futur seront actualisées par un taux pour tenir compte du fait que l'argent n'a pas la même valeur dans le temps. Voilà, donc commençons déjà avec la partie production qui va donc être scindée entre l'autoconsommation et l'injection. Alors, je précise que dans le cas d'une installation où vous faites de l'injection pure, naturellement, cette étape n'est pas nécessaire pour vous, mais puisque vous aurez 100% d'injection, donc vous ne devez pas vous amuser à calculer l'autoconsommation. Donc, on va utiliser pour ce faire un profil de production qui se base sur des données météo, et donc c'est pour estimer quelle sera votre production par quart d'heure euh, sur l'année. Et donc, c'est une grande, enfin, une courbe qui est vraiment assez précise, vu qu'on a 96 données par jour, 35 000 pour une année. Et grâce à ces profils de production, on va pouvoir les confronter, entre guillemets, les mettre on va les mettre face à face avec un profil de consommation qui lui peut être générique ou réel, c'est-à-dire que soit il est générique et on prend donc un profil d'un résidentiel moyen ou d'un bâtiment moyen qui a, alors selon donc, il y a des profils un peu types, mais selon les appareils électriques présents et leur utilisation dans le temps, il faudra un petit peu jouer avec cela et les intégrer en faisant des hypothèses ou en ayant des profils réels qui correspondent à ce genre de profil. Et donc, un profil, quand je parle de profil de consommation ou de production, c'est vraiment une répartition par quart d'heure, parfois c'est par heure, hein, ça dépend des personnes qui réalisent cela. Et ça permet de, chaque quart d'heure ou chaque heure, à connaître la consommation et la production, et de faire une estimation de qu'est-ce qui va être autoconsommé. Et donc, voilà. Alors, j'ai parlé de la générique, qui est donc des profils un peu type, mais il est possible aussi d'avoir un profil de consommation réel. Ça, c'est si jamais vous avez un compteur AMR, donc un compteur qui va calculer, qui va mesurer chaque quart d'heure quelle est votre consommation, et parfois déjà votre injection également. Ou alors, si vous avez un compteur communicant, donc dans un de ces deux cas, vous avez la possibilité d'obtenir vos données de consommation réelles et de les télécharger auprès de, de votre GRD pour vous les communiquer. Ça va être utile pour affiner euh, l'estimation de l'autoconsommation.
Mais voilà, à défaut, on n'a pas toujours cette donnée à disposition. Ben, voilà, on utilise un profil générique et on tient compte du fait que quels appareils électriques sont présents et de leur utilisation dans le temps, et on affine un petit peu euh, les hypothèses et donc l'estimation. Donc ici, vous avez un graphique sur une période de 24 heures euh, avec, donc ça a été, c'est une journée de mars. Et alors, vous voyez que la consommation ici est en bleu. Donc c'est un profil où on est surtout présent en journée, des horaires un peu de bureau, je vais dire. Et alors, vous avez la production photovoltaïque qui, elle, est un petit peu en dents de scie parce que voilà, il y a eu des nuages le matin et en début. Voilà, il y a eu des nuages ici et là. Euh, et alors, vous voyez que, on va le voir ici sur cette troisième courbe qui arrive, l'autoconsommation ici, c'est donc toute la partie sous la courbe des deux, donc c'est à chaque fois l'intersection des deux. Euh, et du coup, ça nous permet, ces deux courbes, elles nous permettent de calculer pour chaque quart d'heure une estimation du volume qui aurait pu être autoconsommé. Et du coup, tout ce qui reste, ce sera l'injection. Tout ce qu'il y a ici en dessous de la courbe verte et au-dessus de la jaune, c'est mon injection. Ici, tout ça, c'est mon injection. Et tout ce qui est en dessous de la courbe jaune, c'est donc bien mon autoconsommation. Pour cette journée, on a 82% d'autoconsommation et seulement 18% d'injection. Ça, c'est un très bon score pour une journée. Enfin, typiquement, en mars, on ne produit pas encore énormément et donc on a un très bon taux d'autoconsommation. Par contre, en été, quand on produit beaucoup plus et que la consommation n'est pas spécialement plus grande, eh ben, en fait, on va avoir des taux d'autoconsommation plus faibles. Et ce qui nous intéresse, c'est sur une année, c'est la moyenne de tout ça. C'est, voilà, prenons l'exemple où je produis 25 000 kWh sur une année. Par exemple, si j'ai un taux d'autoconsommation de 40%, ça veut dire que j'aurai 10 000 kWh autoconsommés et 15 000 à injecter sur le réseau. Et j'en profite pour parler du fait qu'il est vraiment possible d'améliorer son autoconsommation en prévoyant de déplacer l'utilisation de certains appareils. Par exemple, si vous avez, bon, c'est un exemple plus enfin, admettons dans un bâtiment où vous avez, je sais pas moi, des vélos électriques qui chargent, vous pouvez, dans certains cas, essayer de déplacer la charge ou bien par exemple, si vous avez des lave-vaisselle dans des bâtiments, ben, de les faire tourner lorsque le soleil produit, plutôt que pendant la nuit, ce qui était un comportement, et ce qui reste un comportement qui a du sens dans certains cas, évidemment, qui était un comportement qui était plutôt lié au fait qu'on avait de l'électricité disponible pendant la nuit du fait du nucléaire notamment. Et du coup, on peut donc déplacer l'utilisation de certains appareils, mais on peut aussi électrifier certains usages qui n'étaient pas encore électriques jusque-là. Alors, il y a du chauffage avec des pompes à chaleur, RO, RR, machin. Il y a différentes sortes. Il y a aussi la géothermique. Euh, ça permet du coup d'électrifier le chauffage et euh, de mieux autoconsommer. Bon, le chauffage, c'est pas le meilleur exemple puisque en hiver, c'est là qu'on chauffe et en hiver, on produit beaucoup moins. Donc, il n'y a pas non plus une énorme quantité du chauffage qui va pouvoir venir des panneaux photovoltaïques. Euh, Après, ça dépend du dimensionnement, bien sûr, mais les deux exemples suivants sont plus parlants. C'est la production d'eau chaude sanitaire et la mobilité, donc les voitures électriques, les vélos électriques, etc. Ça va vous permettre de autoconsommer plus de ce que vous produisez sur l'année. Euh, voilà, ça c'est pour cette première partie d'autoconsommation. Ensuite, une fois qu'on a défini cela, combien j'autoconsomme et combien j'injecte, on va devoir se renseigner sur quel est notre prix de l'électricité euh, lors du prélèvement et quel est le prix que l'on peut obtenir à l'injection. Et donc ça, c'est à voir un peu au cas par cas, évidemment, de nouveau, euh, quel est le prix d'injection qui est déjà fixé avec le fournisseur avec lequel vous travaillez.
Voilà, c'est une discussion à avoir avec ce fournisseur, éventuellement faire des comparaisons. Euh, et en fonction, voilà, si vous travaillez avec une centrale d'achat ou non, c'est des discussions à avoir avec ces personnes, avec les personnes compétentes. Et voilà, j'ai mis à titre informatif les 35 centimes et les 4 centimes ici. C'est plutôt d'un point de vue résidentiel, mais ça peut, disons que le prix d'injection ici, euh, enfin, pour les résidentiels, il n'y a pas encore cette valeur, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. C'est à titre indicatif. Et donc, les économies de l'autoconsommation, c'est donc le volume fois le prix. J'ai donc mes économies ici. Et la vente de l'injection, ici, dans ce cas-ci, je serai à respectivement 3500 et 600 euros. Vous voyez bien que même si mon autoconsommation ne représente que 40% de ma production, c'est vraiment elle qui est le moteur de ma rentabilité dans ce cas-ci. Alors, même si vous avez un écart un peu moins significatif entre ces deux valeurs, même si vous êtes à 30 et 5, ben, ce sera quand même l'autoconsommation qui sera le moteur inévitablement de la rentabilité. Donc, c'est vraiment une nouvelle manière de faire de calculer sa rentabilité à partir de la fin de la compensation qui est donc le compteur qui tourne à l'envers. Donc voilà, j'ai des gains de 4100 euros par an dans ce cas-ci. Euh, hop, voilà. Donc maintenant, pour la partie installation photovoltaïque, j'ai donc le prix d'achat de mes panneaux et de mon onduleur, de toute mon installation avec vraiment l'ensemble de l'installation. Alors, je vous ai mis ici un petit tableau à titre indicatif. Euh, Comme ça, vous avez une idée de la dégressivité du prix par kilowatt crête installé. Donc, plus votre installation est grande, moins son coût par kilowatt crête sera élevé. Alors, le prix total, évidemment, il est toujours croissant, mais on a des économies d'échelle. Et donc, voilà, vous avez un petit tableau pour avoir une idée, mais pour savoir si vous êtes plus ou moins loin de ce qui est pratiqué, mais ces prix sont évidemment amenés à évoluer dans le temps, donc c'est avec une certaine... il faut les prendre avec des pincettes, évidemment, si vous voulez regarder d'ici 2 ans. C'est amené à bouger, à changer. Donc, en second lieu, nous avons le remplacement de l'onduleur, qui survient du coup après 15 ans, comme je l'ai dit. Et alors, les frais bancaires, si applicables, selon la méthode de financement. Ça, c'est pour l'installation photovoltaïque. Alors, je n'ai pas repris la maintenance parce que ça nous survient, ça vaut la peine de provisionner pour de la maintenance uniquement si vous avez une installation vraiment conséquente, mais ce n'est pas toujours nécessaire dans une analyse. Et puis voilà, il n'y a pas une seule manière de faire une analyse de rentabilité. Chacun est libre, bien sûr. Alors, mes animations ne fonctionnent pas, c'est dommage. Pour la partie réseau, nous avons donc le renforcement du raccordement, donc l'étude de détail qui est obligatoire si vous êtes au-dessus de 10 kVA. J'ai oublié de mettre si supérieur à 10 kVA, pardon. Ensuite, d'éventuellement travaux de renforcement, de remplacement de compteurs, etc. avec votre GRD. Et alors, dans les cas les plus conséquents, là, pour les grosses installations, si on est au-dessus de 173 kVA, alors il y aura aussi l'installation d'une cabine haute tension à prévoir. Ça, c'est pour le raccordement. Ensuite, les frais de réseau annuels liés à l'injection, j'en ai déjà parlé un petit peu juste avant. Ça dépend, ces frais, ces formules de prix sont dépendantes de quel est votre GRD, mais le point commun, c'est que ça dépendra toujours de la puissance onduleur. Et alors, vous aurez ici, à titre d'exemple, pour Torres Namur, j'ai pas mis, mais c'est 2023, euh, vous avez 13,66 €, ça c'est fixe, et puis après 2,74 € par kVA. Alors, du coup, pour une installation de 20 kVA, qui est déjà pas rien, ça ne fera que 68,5 € par an. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur pour la rentabilité, c'est vraiment minime. Euh, mais voilà, vous allez le voir dans l'exemple que je vais présenter tout de suite.
Donc voilà, maintenant qu'on a identifié tous ces coûts et ces revenus, il convient de les mettre dans un tableau qui permet, donc un tableau avec on va lister pour chaque année quelles sont nos dépenses et nos revenus. Et on va utiliser un taux d'actualisation et une évolution des prix de l'électricité. Voilà. Ça, ce sont également, on peut également mesurer les pertes de rendement annuel des panneaux. Alors, en général, on considère 0,5% de pertes par an. Ça veut dire que si on produit 10 000 la première année, que je dise pas de bêtises, un demi pour cent, on va perdre 50, je pense, l'année suivante. Donc, c'est-à-dire qu'on va produire 9 950. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé, mais je pense qu'on est là. Et puis, progressivement, on va produire un petit peu moins, mais c'est très léger, mais on peut en tenir compte. Donc, ces paramètres nous permettent voilà, de prévoir un petit peu le futur. Après, on peut revoir à chacun d'estimer quel est le taux d'actualisation et l'évolution des prix de l'électricité qu'il convient d'utiliser. C'est un peu, il n'y a pas une manière unique de le faire, évidemment. Et alors, on va calculer donc la valeur actualisée nette. Donc, c'est en tenant compte de ce taux d'actualisation. Alors, on utilise la méthode, en anglais, c'est le discounted cash flow. Et donc, c'est vraiment les flux financiers actualisés. Et donc, on va les diviser sur une analyse financière, quoi. Et alors enfin, une fois qu'on a la valeur actualisée cumulée, on va pouvoir voir à partir de quand on passe au-dessus de zéro, et donc on calcule le taux de rentabilité, le temps de retour sur investissement, pardon, qui est donc le TRI. Et voilà, on obtient ce genre de graphe avec ici la petite perte ici, c'est dû au remplacement de l'onduleur. Voilà, donc ça c'est une analyse de rentabilité euh, actualisée sur 30 ans. Du coup, ici, deux petits exemples à vous présenter pour un peu mettre des chiffres là-dessus. Euh, j'ai considéré un scénario 1 qui est une orientation sud et un scénario 2 qui est une orientation est-ouest. Donc, on a mis des panneaux sur un pan est et sur un pan ouest. Et donc, le but, c'est pas de comparer ici deux solutions exclusives, mais c'est plutôt de dire, euh, c'est pas, enfin, vous allez voir que bon, je vais venir avec la conclusion plus tard, mais on ne compare pas spécialement deux choix qui s'offrent à vous, mais c'est plutôt pour montrer que deux personnes, si elles ont cette opportunité, elles auront toutes les deux intérêt en fait à installer. euh, et ce n'est pas de l'Est-Ouest, on a tendance à penser que c'est peu productif, mais en fait, on va voir que avec le changement de système, enfin avec le système de la revente de l'injection, les deux orientations, elles font sens toutes les deux. Du coup, bah, désolé, je vous ai déjà un petit peu donné la conclusion, mais regardons un peu. Nous avons la même puissance installée. J'ai pris 22,5 kW crête de panneaux. Alors, l'onduleur est légèrement différent, on peut sous-dimensionner l'onduleur lorsqu'on a une orientation telle. On a une production de 25 000 kWh pour le sud et de 20 000 pour l'est-ouest. Donc on voit qu'on a perdu 20% de production en, en orientant différemment les panneaux. Ça paraît conséquent et en soi ça l'est, mais ce qu'on va voir c'est que pour une consommation identique et un profil identique, euh, on va obtenir un taux d'autoconsommation de respectivement 35 et 44%, ce qui va nous donner plus ou moins le même volume d'autoconsommation. Et l'injection, qui sera du coup plus grande du côté sud, puisqu'on a produit plus, mais on a autoconsommé plus ou moins autant. Et scénario 2, on a 11 000 kWh injectés. Donc quand je multiplie ces valeurs par les prix que j'avais montrés sur la slide précédente, j'obtiens en économie de l'autoconsommation autour de 3 000 euros, dans les deux cas, à peu de choses près. Et pour l'injection, on a 650 et 450, donc en fait une différence au final d'environ 200 euros dans un cas par rapport à l'autre.
Mais 200 euros, quand on les compare enfin, relativement aux 3500, aux 3700 euros, c'est assez négligeable voilà, par rapport également à l'investissement qui va être fait. Et on arrive du coup à la partie financement, enfin achat des panneaux photovoltaïques. On voit que pour 27 000 euros, 27 000 euros d'achat, en fait, 200 euros par an de différence sur 3700, ça va être relativement minime. Donc, le remplacement de l'onduleur ici, on en tient compte également. Et alors, les frais liés au crédit, vous pouvez les rajouter si vous en avez. Et ensuite, on a la partie réseau. Donc, j'ai comptabilisé une simple étude de détail et pas de renforcement réseau dans ce cas-ci. Et on a du coup le tarif de réseau d'injection qui dépend de la puissance onduleur. Donc il y a une légère différence parce qu'on a pu sous-dimensionner l'onduleur. Mais voilà, ça se chiffre à pas grand-chose. Et en fait, quand on calcule les gains actualisés après 30 ans, on se rend compte que, certes, sur 30 ans, on a gagné 4 ou 5 000, pardon, 5 000 euros plus, 4 500, 4 700 même en orientant au sud. Mais donc, les deux rentabilités, elles sont très proches l'une de l'autre. On a un TRI de 7,1 années et 7,6, pardon. Donc en fait, le but, c'est pas de dire qu'il faut absolument installer en est-ouest plutôt qu'au sud. C'est pas mon propos. C'est juste pour vous montrer que on a tendance, il y a un peu des croyances qui sont de dire que une orientation est-ouest n'a pas vraiment d'intérêt puisque ce n'est pas favorable, ce n'est pas optimal. Et en fait, ça démontre bien ici que puisqu'on valorise l'autoconsommation mieux que pour du sud, une orientation sud, ça va s'équilibrer et en fait, une orientation est-ouest fait totalement sens, ce qui n'était beaucoup moins le cas avec le système du compteur qui tourne à l'envers pour les installations inférieures à 10 kVA, où dans ce cas-là, c'était vraiment la production totale qui comptait. Voilà, donc en fait, ici, vous voyez juste sur une journée de mai, pour une orientation sud à 30 degrés d'inclinaison ou une orientation est-ouest où on a mis la moitié des panneaux sur chaque pan à 30 degrés d'inclinaison, vous voyez qu'on perd toute cette partie ici euh, de production, ce qui paraît beaucoup et c'est vrai. Mais on gagne ici sur les côtés, les deux côtés ici, on est gagnant. Et en fait, ce sont des moments de la journée où on va potentiellement on sera là pour la consommer, cette électricité. Et du coup, on va lisser notre courbe de production, elle sera moins pointue, et ça va nous permettre d'autoconsommer mieux. Alors on aura beau, donc en fait on produit moins, mais on produit mieux, pour faire simple. En fait, il y a un changement de paradigme, on passe d'un système productiviste à un système basé sur l'autoconsommation. Donc le productivisme, c'est on maximise la production annuelle en kilowattheures par an, donc on a envie de mettre du sud, du sud, du sud. Bon, après, le sud-est et le sud-ouest, c'était aussi très intéressant, mais il y avait le maximum, l'optimum, c'était le sud. Et en fait, on passe à un système où l'autoconsommation considère la valeur de l'électricité produite. Et donc, on ne met pas dans le même, on mélange pas un kilowattheure autoconsommé qui a beaucoup de valeur avec un kilowattheure injecté qui en a beaucoup moins. Et donc, c'est l'analyse de rentabilité, c'est vraiment ça, c'est tenir compte de ça et de tous les autres coûts, évidemment, liés au réseau, à l'installation. Mais ça devient de plus en plus la norme. Voilà, donc maintenant, je vous propose de passer aux méthodes de financement. Alors, la première, c'est la plus simple, c'est la méthode des fonds propres. Euh, donc là, pas de frais additionnels, je vais dire, et c'est le plus simple, mais ce n'est pas toujours faisable. Alors, on a une autre solution qui est le financement participatif citoyen. Donc, en anglais, parfois on parle de crowdfunding. Euh, et alors, dans ce cas-ci, il est important de noter que l'apport de cette source ne sera que partiel. Donc, des citoyens vont, ou pas que des citoyens, hein, j'ai mis citoyens, mais en fait, c'est
peu importe qui veut, tout le monde peut participer. Et donc cet investissement ne sera que partiel, donc il faudra tout de même complémenter cela avec une autre source. Et alors un ancrage local est souvent préférable puisque ce genre de mécanisme fait appel à des citoyens qui, en investissant, ont besoin d'une certaine manière de se sentir impliqués dans le, dans la levée de fonds. Et donc, c'est plus simple si l'ancrage de l'institution est plutôt local. Euh, voilà. Ensuite, il y a le crédit. Alors, pour cela, il y a des banques et d'autres organismes de crédit qui peuvent vous prêter des sommes avec un certain taux d'intérêt. Et donc, voilà, il y a moyen de complémenter pour une partie du budget qui ne serait pas euh, pour laquelle il ne serait pas possible de débloquer un budget, de faire appel à des organismes de crédit. Et alors ensuite, il y a aussi le tiers investissement. Alors, c'est beaucoup moins pratiqué en Wallonie depuis la fin des certificats verts, mais le tiers investisseur, le principe, c'est qu'il prend en charge l'installation, donc l'achat de l'installation et sa maintenance, et il va céder, en général, c'est maintenant souvent ce système-là qui est préconisé, il va céder la production pour un certain prix il aura défini avec la personne, le client du tiers investissement, donc le propriétaire du bâtiment. Et pendant une certaine durée, il y aura donc il va céder pour un certain prix cette électricité. Et alors, du coup, le propriétaire du bâtiment, il va pouvoir, avec cette électricité, faire de l'autoconsommation, et tout ce qui n'arrivera pas à autoconsommer, il va l'injecter. Donc en fait, c'est comme si le tiers investisseur, il produit tout, puis il vous le vend à un certain prix, et puis vous avez tout ce qu'on vient de voir ici. Donc ça va être assez simple de le représenter dans votre analyse de rentabilité. Il faudra juste considérer un coût de la production totale fois le prix défini avec le certificat, pardon, avec le tiers investisseur. Et donc après cette durée, l'installation est ensuite cédée au client donc au propriétaire du bâtiment. Donc voilà, c'est vraiment un contrat de leasing en fait, hein. Ça peut être aussi vu comme ça. Euh, et voilà, ça c'est donc nos différentes manières. Et je précise que ces options sont donc combinables. Il n'y a pas, sont pas mutuellement exclusives, pardon. Voilà, donc je rappelle que faire appel à du capital externe, c'est donc un coût supplémentaire par rapport à si vous les aviez en fonds propres de vous-même, je veux dire. Et donc, lorsqu'il s'agit d'un prêt, vous pouvez intégrer la somme des mensualités par année dans le tableau des flux financiers. Et pour un tiers investisseur, ben, comme je l'ai dit, ça dépendra du modèle économique utilisé, mais la plupart des cas observés, c'est un système où vous avez donc la production qui est vendue à un certain prix. Parfois, il est possible aussi que ce soit uniquement ce que vous avez autoconsommé qui vous est vendu à un certain prix. Enfin, il y a différents modèles, mais la tendance va quand même plutôt vers une vente généralisée de la production. C'est quand même plus simple pour faire des prévisions en fait pour les deux parties. Donc c'est souvent un système qui est préféré. Et donc voilà, il faut tenir compte de ce montant dans l'analyse de rentabilité. Et voilà, dans l'ensemble, ça impactera négativement le taux de retour sur investissement. Pardon, pas le taux de retour sur investissement, le temps de retour sur investissement. Mais ça n'empêchera pas le projet d'être viable, puisque une installation a une durée de vie de 30 ans, et le TRI, lorsqu'elle est autofinancée, le TRI est bien souvent inférieur à 10 ans, parfois il est même très bas, hein. On peut avoir des installations qui ont un taux de retour un temps de retour pardon, sur investissement de 4-5 ans si elle est après, c'est possible. Donc en fait, du tiers investissement, du prêt et du financement participatif sont clairement, même s'il y a un surcoût à cela, sont des options à considérer. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous propose
de poser des questions. Je ne sais pas si vous en avez déjà posé dans le chat, j'ai oublié de vous dire que vous pouviez le faire, mais voilà, si vous avez des questions, et peut-être juste avant qu'on commence aux questions, comme ça c'est écrit sur la slide, mais le jeudi 14 décembre, il y aura donc notre dernier webinaire qui sera sur les appels d'offres et les cahiers des charges. Donc voilà, je vous écoute. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions, hein, mais Oui, bonjour. bonjour. Moi, j'ai une petite interrogation par rapport à l'installation de batteries supplémentaires. Est-ce que c'est rentable ou est-ce que ça tue la rentabilité si on doit rajouter des batteries de charge qui se chargent pendant la journée pour recharger des véhicules la nuit ou ce genre de choses? Oui, eh bien, c'est une bonne question. Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, oui, non, blanc ou noir. Ça va fortement dépendre de la situation. Il y a plein de paramètres qui jouent, mais dans l'ensemble, dans la Oui, plupart des cas que nous avons personnellement observé et étudié chez Énergie Commune, et là je parle vraiment au nom d'Énergie Commune pour cette réponse, nous avons observé que c'était rarement rentable d'un point de vue économique, oui, donc l'installation de batteries. Mais après, voilà, parfois, enfin, voilà, si on sous-dimensionne les batteries, c'est possible que ce soit rentable, mais souvent, en fait, la rentabilité, à partir d'un certain nombre d'années, on va rentabiliser l'installation, mais les batteries ont une durée de vie bien plus limitée que les panneaux et elles ont un coût très élevé. Et donc, en fait, ça va être rentable, mais ça va pas être très intéressant économiquement. En fait, dès qu'elles seront rentables, il y aura peu de temps où on va vraiment générer une rentabilité. Et puis, en fait, il faudra assez rapidement les changer. Et en d'accord. fait, en fait, il y a quand même un point assez important tant qu'on parle de batterie, c'est il faut pas oublier que lorsqu'on stocke de l'électricité sous forme chimique, donc dans des batteries, il y a une perte, il y a un rendement de charge et il y a également des pertes liées à lorsque l'électricité elle-même est stockée, plus elle reste stockée dans la batterie, plus la batterie doit, enfin, il y a une partie qui est perdue et aussi Mhm. la batterie doit parfois refroidir pour éviter de. Elle doit parfois refroidir la batterie pour ne pas avoir des températures trop hautes qui seraient dommageables au système. Et donc en fait, toutes ces pertes ensemble, elles sont vraiment non négligeables. Alors, les rendements théoriques parlent de 90%, ce qu'on vous vend, ce que le fabricant et l'installateur vont vous vendre, entre guillemets, ils vont vous promettre qu'il y a un rendement de 90%, mais dans les faits, quand on regarde les vrais chiffres, quand on les installe et on les monitore, donc quand on les suit, on a beaucoup plus de pertes. On est plutôt à 70, 80, Mhm. plutôt 70 que 90. Et donc en fait, quand vous stockez, vous détruisez d'une certaine manière une partie de l'électricité. Ça, il ne faut pas l'oublier dans l'analyse de rentabilité si vous voulez en faire une avec des batteries. Et alors, un autre point aussi, c'est que on a tendance à considérer, enfin les installateurs ont tendance à considérer dans leurs hypothèses que on va, s- on va quasi tous les jours remplir la batterie et la décharger. Oui, Ou qui compte sur une année 300, 350 cycles. Bon, en tout cas 300, j'ai rarement vu un installateur qui disait moins de 300 cycles. Mais dans les faits, quand on regarde combien de cycles, donc quand je parle d'un cycle, c'est un cycle complet, combien la batterie, par exemple, si c'est 5 kWh de batterie, ben, on divise par 5 kWh et on a un équivalent cycle complet. Et en fait, on se rend compte qu'on est bien en deçà de ce 300 cycles. Et donc, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on est clairement en dessous? C'est parce que en été, on produit énormément et ce qu'on va stocker, enfin, parfois la batterie, en fait, elle est trop petite pour pouvoir stocker tout ce qu'on aura produit. Et le lendemain, on va très rapidement la remplir et puis il y aura quand même une partie qu'on devrait injecter et voilà. Et de même, en hiver, autre extrême, en hiver, on produit beaucoup moins. Et donc, en fait,
on ne stocke pas grand-chose en hiver de ce fait-là. Oui. Sans parler du fait qu'en hiver, avec les températures, enfin bref, c'est encore un autre sujet, mais tout ça pour dire qu'il y a des facteurs qui font que souvent on a un peu tendance à idéaliser la batterie, et quand je vois des analyses, enfin des business cases, donc des gens qui essayent d'en vendre ou qui veulent promouvoir la batterie, leurs hypothèses, je les trouve un petit peu optimistes. Voilà, désolé, c'était un peu long comme réponse, Non, il n'y a pas mais, de souci. mais voilà, en Merci. fait, personnellement, je serais assez précautionneux, il faut bien être attentif aux paramètres que l'on inclut dans les hypothèses. D'accord. Merci. De rien. Alors, oui, John Voss, pour répondre à votre question, oui, vous recevrez la présentation par PowerPoint, par mail. euh, Avec plaisir. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. On peut revenir sur des parties de la présentation si quelque chose n'était pas clair. Ok, ben, écoutez, si jamais des questions surviennent par la suite, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez mon mail. Vous avez reçu l'invitation par mon adresse mail. Vous pouvez toujours me contacter. Et voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et merci pour votre attention. Au revoir à Merci. tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.